Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Salut tout le monde, bienvenue au 18e épisode de notre saison de Processus. Anthony Marcotte avec les collègues Martin Thériault, Marco D'Amico. Salut les boys! Salut, ça va bien les amis? Là, on est à mi-saison. Ben oui, tout le monde a bravé la petite tempête de neige. Là. C'est la première saison où je trouve qu'on a 3 dates limites des transactions. C'est vrai, hein? C'est vrai. Toutes les roster freeze qu'on a, celui Ouais. qu'on a eu en décembre, la transaction Phil Dano, Mason Marchment. Là, le 4 février, ça risque d'être intéressant au lead-up de tout ça. Et ensuite, la vraie date limite des transactions en mars. Écoute, il y a des discussions qui se passent un peu partout. Puis il y a des clubs qui doivent décider s'ils vont être dans le coup, reconstruire ou faire un petit reset dans le milieu. Puis là, ben, on regarde au classement, un petit peu dans l'Est, il y a une petite marge qui s'est créée, contrairement à ce qu'on a vu dans les premiers mois de la saison. Une petite marge s'est créée entre les équipes qualifiées pour les séries et ceux qui ne le sont pas. C'est pas dramatique encore, ça peut changer de côté, mais il y a une petite marge qu'on ne voyait pas il y a quelques semaines à peine. Différents sujets dans le podcast aujourd'hui. David Reinbacher est blessé à Laval. Bryce Pickford est blessé lui aussi, mais tu lui as parlé juste avant sa blessure. Est-ce que ça change de portrait? Il connaît une saison absolument incroyable dans la WHL. Le fameux cas des gardiens de but du Canadien. Eh bien, encore une fois, performance en demi-teinte de Samuel Montembeault en fin de semaine. Défaite du Canadien importante à Boston. Ça a coûté 2 points et encore une fois, les gens voudraient avoir une autre solution devant le filet. Et bien, ça nous incite à parler de reconstruction. Ça fait quelques semaines qu'on a ce sujet-là sur la table et ça nous tentait de vous le livrer cette semaine. Quelles sont les équipes qui ont le plus à gagner d'amorcer un virage jeunesse dans leur formation? Je pense que Marco et Marty ont un petit peu des sujets, des équipes un petit peu différentes. Donc, ça va être intéressant de discuter de tout ça dans le podcast de cette semaine. Si on commence avec le Canadien et l'actualité brûlante concernant le CH, Sam Montembeault, encore une fois, sous les feux de la rampe cette semaine. Elle a passé de travers cette défaite à Boston. Le Canadien est à 6 minutes et des poussières de remporter un gros match de 4 points sur la route dans sa course aux séries. Mais non seulement ça, de mieux se positionner encore dans la section atlantique. Un mauvais but de Montembeault combiné à un autre but rapide en avantage numérique. Et le résultat qu'on connaît, pas de points pour le Canadien à Boston. Marco? Écoute, pour moi, il y a 2 problèmes là-dedans. Un, oui, Montembeault. Je m'excuse, le 3e but, spécialement un tir du revers de même, tu te dois d'être compact devant ton filet, tu te dois de faire le mouvement comme il faut. Et le fait que ça passe en dessous du bras, pour moi, encore une fois, c'est un manque de synchronisme dans ce contexte-ci. Mais, puis, la situation avec le gardien de but, c'est quelque chose de sa part. Mais ce tir-là aurait jamais dû être là. Jamais un joueur peut simplement rentrer dans la zone, y aller directement dans l'enclave puis prendre un tir de revers de même. Pour moi, c'est inexcusable. C'est un manque de couverture flagrant de Alex Carrier sur ce jeu-là. Je m'excuse. Et tu as aussi le back-check assez mollo de Philippe Dano. C'est trop facile attaquer l'enclave pour le Canadien de Montréal. Et alors que tu as 2 gardiens qui ne sont pas vraiment en confiance, pour moi, c'est un et l'autre font tomber chaque partie. Donc, t'aides pas ton gardien. Quand un gardien n'a pas confiance, tu joues tête devant lui. Le Canadien a fait l'inverse hier. Sur le premier but en désavantage numérique, Caden Gooley est allé se promener sur la ligne bleue. Tout le bas de la zone était ouverte. 2 contre 1. Mike Matheson joue le joueur. Passe, rentre, boum, but. Tu regardes le 2e but. Jake Evans était mieux placé pour arrêter la rondelle que Samuel Montembeault. Qu'est-ce que tu fais dans le demi-cercle du gardien? Tu devrais être sorti pour essayer de bloquer le tir. Donc, il y a un aspect où les défenseurs ou le système défensif devant les gardiens n'est pas au régime. Parce que pour moi, que ce soit Jacob Fowler, que ce soit Jacob Dobèche, que ce soit Samuel Montembeault, si le Canadien, collectivement, n'est pas capable de jouer avec la même hargne en défensive qu'ils le font en zone offensive, ils vont se faire marquer 3-4 buts par match facile. Et
du côté du gardien de but, du côté de Montembeault, pas capable de vraiment se faire un momentum du chemin parce que à chaque match, tu t'attends à un mauvais but. Hey, ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas vu dans 2 matchs de suite. La première fois qu'on le ramène dans un 2e match de suite, voilà ce qui arrive pour lui à Boston. Mais ces deux matchs-là, tu as vu au moins 2 buts faibles. Ouais. Personnellement, le 4e but, je le mets pas contre lui. C'est un tir de loin qui a dévié, ça je comprends. Mais le 2e et 3e but, le 2e but, Samuel Montembeault, là, il est allé faire du ski quasiment dans le cercle gauche. Il était hors de son demi-cercle, même que, comme j'ai dit, Jake Evans était le plus proche pour arrêter cette rondelle-là. Si Lane Hudson était là, il n'y aurait pas eu de but. Il l'aurait arrêté, lui. Ça, on le sait. Très bon comme gardien de but. Sinon, le 3e but, je m'excuse. Ouais. Tu te dois d'être là. Et tout le match, les mouvements, ça n'inspire pas de la confiance. On dirait des mouvements exaspérés. Tu sais, je me rappelle quand Carey Price, lui, vivait qu'est-ce qu'il vivait en 2010. Puis, éventuellement, on a vu Jaroslav Halak prendre le tour. C'était quoi ces mouvements? C'était des mouvements nonchalants. C'était des mouvements où le body language, là, tu le vois. Il manque de confiance, il va pour l'émotion, il espère le bon. Des fois, il est trop agressif à cause de ça parce qu'il se rend compte puis il essaie de réparer cette erreur. Donc, la game mentale qui est en train de se jouer en ce moment avec Samuel Montembeault, pour moi, est un gros casse-tête pour le Canadien de Montréal parce que d'un bord, tu as lui, de l'autre bord, Jacob Dobèche qui est 15, 5 et 1 à cause que quand lui, il joue, le Canadien marque en moyenne 4 buts ou plus par match. C'est là le hic. Donc, Dobèche, la technique n'est pas là, mais c'est un guerrier sur la glace. Il réussit à gagner. Il réussit à gagner, mais encore une fois, Jacob Dobèche, dans ses matchs, a eu plus d'apports offensifs que Samuel Montembeault. Puis je dis ça sur la saison. C'est certain que récemment, tu regardes le match d'Ottawa, le Canadien en a marqué plus que 5. 5. Tu regardes le match de Boston, ils en ont quand même marqué 3. D'habitude, dans cette ligue, tu en marques 3, tu as à peu près 75% des chances de gagner ce match-là. Tu en marques 4, tu es rendu à 80%, 85%. Tu en marques 5, puis tu ne gagnes pas, je m'excuse, là, tu rentres dans le 95%. Là. C'est pour ça que je te dis, le Canadien fait son bout du bâton côté offensivement. Mais défensivement, que ce soit le système ou que ce soit le gardien de but, il y a de quoi qui clash. Et là, l'infériorité numérique qui traverse une période difficile. Mais ça, c'est quoi la lecture que tu en fais de tout ça, là, Marty, là-dedans? D'un côté, je trouve que le Canadien joue relativement du bon hockey, mais de l'autre, il y a certains aspects qui ne fonctionnent pas. Je pense que vous avez raison tous les deux. Puis je vais m'expliquer en disant ça. Je vais prendre le match contre les Browns. Moi, j'ai trouvé qu'en première période, disons la première moitié du match, les Canadiens ont disputé un excellent match. Ouais. On n'a pratiquement pas donné de tir aux Browns de Boston. À chaque fois que les Browns tentaient de construire quelque chose au niveau de transition et tout ça, la défense était capable de couper les jeux. Bon, là, le côté offensif chez les Canadiens, c'est une autre paire de manches. Mais au moins, le système était là. On était capable d'étouffer les Browns. On était capable d'aller chercher des gros buts. On le vu avec Cole Caulfield. Ça l'a donné un gros coup de main et tout ça. On était vraiment dans un match d'échecs. T'es quand même à l'étranger, t'es à Boston. C'est pas à toi de donner le spectacle, c'est pas à toi d'ouvrir la machine. On était très conservateurs et qu'est-ce que ça a donné? Mike Matheson qui alimente Cole Caulfield. On trouve une brèche dans la défense des Browns qui à ce moment-là était peut-être un peu trop passive. Une passe soulevée, on marque là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est un point, puis faut pas se surprendre que ça arrive à quelque part. Puis peut-être l'an prochain, peut-être dans 2 ans également. Ça, c'est quand on parle d'un processus d'une jeune équipe qui est en reconstruction, qui est jeune avec des jeunes joueurs. C'est le plus jeune noyau de la Ligue nationale de hockey, là, que les Canadiens de Montréal. Je suis tanné d'entendre cette excuse-là. Parce que c'est pas les jeunes qui sont à défaut en ce moment. D'accord avec toi. C'est ça mon problème. On dit l'équipe est jeune, mais cette période-là, c'est perdu à cause d'Alex Carrier. Je m'excuse. Sur ce jeu-là, mauvais jeu, plus punition. la minute, Ouais. ces 2 shifts, a été perdu là. Ça manque de couverture ou ce qui s'est fait battre en zone d'entrée. Et ensuite, la pénalité qu'il prend, ça s'est perdu à cause de là. Montembeault n'est pas un jeune gardien. Philippe Danault qui a manqué sa couverture Dobèche en est un jeune back-check. gardien, par contre. Pardon? Dobèche est un jeune gardien, par contre. Ouais, mais Dobèche n'a pas joué là, puis Dobèche gagne ses matchs. Fait que c'est vraiment pas Ouais, nécessairement mais lui le c'est pas problème. parfait. C'est les vétérans, pour moi, qui manquent au menu. Le désavantage numérique, là, il y a une recrue sur le désavantage numérique qui s'appelle Oliver Kapanen, puis c'est pas lui le problème. Je m'excuse, là. Jake Evans, Josh Anderson, Philippe Danault. Écoute, Philippe Danault vient juste d'arriver, puis il gagne ses mises au jeu, je lui donne.
Mais les deux autres ne font pas le boulot pour moi en désavantage numérique. Et les paires défensives en désavantage numérique font mal aussi. Et il n'y a aucun recrue qui joue là-dedans. Mais on surutilise Mike Matheson 3 minutes à la place d'essayer de d'éparpiller un peu plus les minutes et le garder frais. C'est le même problème que le Canadien avait l'année passée. Donc, si on C'est qui les autres défenseurs que Michael Matheson? Noah Dobson, il n'est pas super vieux. Nate Hudson, il n'est pas super vieux. Jaden Strobel, Arbor Xhekaj, à un moment donné, si tu as confiance en tes jeunes et tout ça, tu les fais jouer tout ça. Puis c'est une question, je pense, d'exécution également. Les Canadiens partent le match à Boston, ça va super bien. T'arrives en deuxième moitié de rencontre, je suis désolé, mais la chaîne a débarqué. Moi, c'est pas mal plus ça que je veux dire. C'est pas de prendre les jeux un à la suite de l'autre. C'est pas mal plus de dire on avait un plan de match, ça se passait bien, on est capable de tenir notre bout. Et à un moment donné, il arrive des conséquences, il arrive des petits gestes, des éléments déclencheurs dans le match qui font en sorte que là, à un moment donné, tout s'effondre. C'est plus ça que je veux dire par le groupe. Est-ce que le principal problème, c'est plus des vétérans? Oui, je suis d'accord. Mais je pense que je parle un peu plus en termes de groupe. On a tendance, puis là, on parle du match à Boston samedi, mais ça a été le cas au début de la saison. On l'a vu souvent. Il y a eu beaucoup de situations où les Canadiens sont en contrôle, on est capable de tenir notre coup. Et là, il arrive une moindre chose. Là, on peut parler du système défensif, mais parfois, ça se met à jouer un peu robuste. Il y a un coup peut-être un peu salaud, on perd les pédales, on écope de mauvaises punitions, puis à un moment donné, le vent change de côté. Ouais. Mais ça, je pense que... Moi, je regarde toujours ça à long terme. Là. Si on regarde les Canadiens qui vont avoir une meilleure équipe dans 2 ou 3 ans, c'est des choses qui sont normales à corriger. Je pense que ça va arriver. Puis par la suite, ben, tu sais, moi, c'est simplement ça que je me dis. T'sais. Moi, je pense que idéalement, là, quand le Canadien va être prêt à compétitionner, c'est parce que tu vas avoir upgradé ta troisième paire défensive, tu vas avoir upgradé ton troisième et quatrième trio. Mm-hmm. C'est ça. Moi, c'est aussi simple que ça. Tes joueurs de rôle ne font pas la job en ce moment. Aussi simple que ça. Et quand tu as besoin que tes joueurs de rôle... C'est quand que tu as besoin? C'est en série, c'est en fin de saison. Deuxième moitié de saison, tout le monde lève le cran. À 5 contre 5, le Canadien était une meilleure équipe que Boston. À 5 contre 5... On contrôlait la majorité du match. Absolument. Mais, encore une fois, manque d'exécution, revirement, manque... Écoute, c'est impossible. Tu regardes les 4 buts sur 18 tirs dans le moment où ça s'est produit. C'est impossible de regarder les 4 buts et dire ouais, tout le monde était bien placé. Qu'est-ce que tu espères? Puis qu'est-ce que le marché montréalais s'attend à cause de tous les bons gardiens qu'on a eus par le passé ici à Montréal? L'excellence. C'est voler un but. Exact. Mais de temps en temps, ça te prend ça. Là. Puis Montembeault était capable de faire ça. Alors que le Canadien essayait de finir dans le bas fond du classement. Mais là, c'est une pression. Là, tu te dois de gagner. Il n'y a plus de pression. Et c'est là le jeu mental d'un gardien de but. Le seul hic pour l'organisation du Canadien de Montréal, c'est que Jacob Fowler est encore une recrue, même dans la Ligue américaine. Si Jacob Fowler aurait eu une saison au complet dans la Ligue américaine, j'aurais aucun problème d'essayer de le monter en ce moment pour finir la saison à Montréal. On verra s'ils vont faire ça après la pause olympique. Parce que là, ça ne sert à rien de le faire avec 5 matchs à jouer. Tu finis tes matchs, tu prends des décisions. Puis il va avoir la chance lui, de continuer pendant la pause olympique. Il y a plusieurs matchs à Laval. Il y a un long voyage, entre autres, sur la route avec le Rocket. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Mais je ne sais pas si tu trouves là-dedans, dans cette peut-être solution-là, Marty, mais est-ce que c'est une possibilité qu'au retour de la pause olympique, voire même à la date limite des transactions, quand on pourra grossir l'effectif, si on en a besoin, est-ce que Fowler pourrait finir l'année à Montréal? Ben, je pense qu'il y a 2 objectifs. Si on veut gagner des matchs absolument, match après match, après match, après match, là, tu n'as pas confiance en tes 2 premiers gardiens de but. Ça devient assez logique de dire qu'on va placer Jacob Fowler puis advienne que pourra. Là, par contre, est-ce que c'est vraiment le sauveur? Est-ce que soudainement, Jacob Fowler va devenir la réincarnation de Patrick Roy ou de Carey Price ou de Yaroslav Halak? Tu sais, il y a une raison pour laquelle on l'a renvoyé à Laval aussi, le Jacob Fowler. Dans ses derniers matchs, il montrait des choses qui vont se corriger. Là. Dans 2 ou 3 ans, on va être ailleurs. Mais là, c'est un jeune gardien, comme Marco l'a mentionné, qui est une recrue, qui a des choses à travailler. Et moi, je vois que le rythme de la LNH est un petit peu rapide pour lui présentement. Les passes transversales, Jacob Fowler, j'ai toujours vanté ses lectures de jeu. Ils sont toujours à point. Il est toujours positionné au bon endroit, au bon moment.
Puis il le fait encore à Montréal, mais il arrivait peut-être une fraction de seconde en retard, ce qui permettait de pénétrer dans le filet. La pression qui arrivait plus rapidement, les joueurs qui foncent sur lui, le fait qu'il y ait moins de temps de réaction, là, je pense, surtout lorsqu'il manœuvre la rondelle, ça, c'est toutes des choses qui doivent travailler. Ça va se faire, mais si on parle d'une situation à court terme, puis ça va pas ralentir, là. Plus ça augmente, plus on avance, plus on se retrouve avec du style de séries éliminatoires où c'est plus physique, plus rapide, t'as beaucoup moins d'espace, pas mal plus intense. Je pense que Fowler, bon, peut-être mieux que Montembeault en ce moment, qui a des problèmes de confiance, mais c'est pas la solution miracle, disons. Là. Donc, moi, j'ai toujours été pour un grand partisan de le laisser à l'avant, de le laisser se développer comme il se doit, parce que je pense que le processus d'amener les Canadiens à une équipe prétendante à la Coupe Stanley, c'est sur un échantillon à long terme et je pense que tu vas être gagnant d'avoir développé un Jacob Fowler comme il se doit. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire s'il joue à Montréal, mais donc, j'ai un peu de mal avec ça, mais en même temps, si on veut y aller à court terme, c'est évident que c'est Fowler la solution. Y a-tu d'autres options, Marco? Est-ce qu'on peut transiger pour un gardien? Bonne chance. Il y en a tout le monde va se virer du côté de Jordan Binnington. Tout le monde, parce que c'est un agent libre en devenir. Stuart Skinner en est un autre, mais écoute, je pense que Pittsburgh a le même nombre de points au moment où on se parle que le Canadien de Montréal sont deuxième dans la métropolitaine, puis ils ont une avance de 4 points sur les Islanders de New York, donc aucun besoin de vente de leur côté. Tu regardes les autres clubs de la Ligue nationale qui sont dans le bas-fond du classement. Tu sais, pour moi, exemple, Samuel Montembeault contre, et peut-être un choix contre Philippe Grubauer à un certain pourcentage de retenue du côté de Seattle. Est-ce que ça se fait? Il y a une bonne saison. Après une saison de misère, là, il semble vraiment s'être retrouvé. C'est un vétéran. Ils ont déjà Joey Daccord signé à long terme. Donc, moi, je me demande, tu sais, Seattle, est-ce que ça vaudrait la peine? Ils pourraient se départir du contrat. Le Canadien, s'ils sont capables de transiger le contrat de Patrick Laine, ils vont avoir de la place sous la masse. C'est un bon vétéran pour avoir l'année prochaine. Après ça, tu peux monter un Fowler pour avoir un vétéran. Si, exemple, un gars comme Montembeault n'est plus parmi les choix. Pour moi, tu sais, je pense que le Canadien va attendre pour évaluer la situation. Ce que j'entends, c'est qu'on espère encore trouver la solution de façon interne. Je ne pense pas que les Canadiens vont être dans une situation où ils vont débourser des gros atouts pour aller chercher un gardien de but de premier plan. Beaucoup de confiance, puis je pense que c'est un peu mérité là, pour Jacob Fowler pour le futur. Tu ne veux pas le bloquer, mais tu veux aussi avoir un vétéran parce que ça se peut très bien que Jacob Fowler soit un des 2 gardiens de but du Canadien de Montréal l'année prochaine, mais tu ne veux pas que ça soit Fowler Dobèche. Exact. Avec respect à Dobèche. Simplement parce que tu veux un vétéran pour le soutenir, comme ils sont allés chercher Kaapo Kähkönen pour le soutenir à Laval. Mais est-ce que Montembeault peut être ça? Le deuxième de Fowler, mais est-ce qu'on va se rendre à ça? Pas sûr, moi. La raison pourquoi je doute que ça se produirait, c'est parce que ça va jouer encore plus dans la tête à Samuel. Ouais. C'est la raison pourquoi j'ai un peu de misère là-dedans. Le Canadien a d'autres jeunes gardiens qui s'en viennent bientôt. Quentin Miller, on va voir s'il va signer cette année ou l'année prochaine. Volokin, une année d'après. Tu as des bons joueurs en ce moment. Émile Croteau fait très bien aussi. Donc, tu sais... Cournoyer aussi, Alexis Cournoyer fait bien. Donc, tu as des gardiens de but qui s'en viennent. Donc, tu as une relève là-dedans. Ce qui te manque en ce moment, c'est un vétéran solide, capable de te donner du 900. Aussi simple que ça. Parce que Jacob Fowler, quand il y a une équipe qui joue de bonne façon défensivement devant lui, c'est un goaler qui va donner plus que 900. Est-ce que Kähkönen peut être ce gars-là? On l'a quand même signé pour un petit peu plus d'1 million. Je pense pas. Moi non plus. Non, je pense pas le voir jouer à Laval. Là. Mais j'amène une hypothèse dans le cas de Samuel Montembeault. Et si, disons que tu lui donnes, pas simplement à lui, mais je pense dans l'esprit des partisans, que ça devient gardien de but auxiliaire. Je pense que là, tu enlèves l'aspect pression. Et dans l'esprit de Montembeault, mais dans l'esprit des partisans également. Je peux donner plein d'exemples dans les dernières années où on critiquait énormément des joueurs. Un qui me vient en tête, c'est... Puis bon, je vais sauter un peu du coq à l'âne, mais c'est Patrice Brisebois. Lorsqu'il était le meilleur salarié des Canadiens, au début des années 2000, il y avait Willie Ray, c'était très regrettable et tout ça. Là, il est parti avec l'Avalanche Colorado. Il est revenu, mais là, dans un rôle, premièrement, justement, plus effacé. C'était plus lui qui avait la grosse mission d'amener de l'avantage numérique, d'amener la grosse production offensive. Il faisait simplement son travail. Et Patrice Brisebois, à la fin, corrige-moi si je me trompe,
Tout le monde a apprécié son travail, tout le monde a aimé ce qu'il apportait. Donc, si Montembeault arrive un peu plus comme un vétéran qui joue un 20, un 25 rencontres, oui, il y a des lacunes, mais en passant, je pense que tout le monde s'entend pour dire que Samuel Montembeault, ça ne sera jamais gardien de but dans l'élite de la Ligue nationale de hockey. Il ne l'a jamais montré non plus. Mais si tu l'amènes comme auxiliaire, c'est un gars qui est super jovial, c'est un gars qui est super sympathique. On l'a encore vu la semaine dernière dans le vestiaire et tout ça. Je pense que ça peut être un bon modèle pour travailler avec quelqu'un. Je pense que quelqu'un qui peut accepter sans bouder de dire qu'il a perdu une 10 ou un 15 départ. Je suis pas en train de dire que c'est ce que je ferais. Mais est-ce qu'il pourrait être une solution pour travailler éventuellement avec un jeune gardien de but? Je me pose la question. Donc, est-ce que tu sacrifies Dobèche pour aller chercher un gardien de but vétéran pour l'instant? C'est là la question, right? Puis c'est là où je me demande. Tu regardes, on vient de parler de Seattle, là, avec le Dobèche, je pense qu'il gagne un salaire d'à peu près 1,1 ou 1,2 millions. 1,1, je pense, ouais. Donc, ça va faire mal sur la masse. Mais tu regardes d'autres clubs. Tu sais, si Utah commence vraiment à descendre, est-ce que Vemelka devient disponible? Est-ce que il y aurait un intérêt avec les Oilers d'échanger un de Pickard ou Connor Ingram rendu là? Il va y avoir des options plus proches à la date limite des transactions. C'est bien meilleur que Montembeault, pas sûr, moi. Mais voilà le problème. Il y a tellement un drop entre les gardiens qui sont à 905 et plus et tout le reste. Ouais. Et donc, pour moi, ça prend une bonne semaine puis les statistiques à Dobèche sont au-dessus de 900. C'est un peu ça mon hic. Donc, pour moi, en sachant que les gardiens de but ne sont pas vraiment là en ce moment, ils ne vont pas être les joueurs qui vont faire la différence, ou ce que je m'identifierais peut-être, c'est un changement de système défensif. Moi, c'est ça. Tu dois jouer plus tête devant tes gardiens. Si c'est pas eux la solution, tu te dois d'être la solution devant eux. Puis je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu regardes les meilleurs clubs qui sont allés loin en série. Là, je me rappelle toujours des Flyers de Philadelphie avec Michael Layton d'un but en 2010. Michael Layton, là, c'était rien de fameux en tant que tel. Là. Il a donné des bons matchs quand c'était nécessaire, mais il le défendait très bien. Puis je pense que c'est là la différence. Anthony Niemi à Chicago, c'était la même chose. Il le défendait très bien. Donc, quand ça venait le temps de faire des arrêts, c'était des arrêts de périphérie, des arrêts à bas potentiel. J'ajouterais les Golden Knights avec Aiden Hill. C'est ça. Même chose. Hill, quand même, a eu son mot à dire. A eu des bonnes séries. Je dirais pas qu'ils l'ont protégé. Là. Il a quand même eu son fair share de chances dangereuses contre. Mais le Canadien en offre trop à l'adversaire, des chances dangereuses dans l'enclave. Puis je m'en fous, c'est qui ton gardien. Là. Tu vas te faire... Les chances dangereuses dans l'enclave, tu as plus que 50% de chances de marquer sur ces tirs comme ça. En moyenne. Selon le talent. Ouais. Si c'est le cas, tout le monde qui regarde le Canadien de Montréal se dit c'est facile à rentrer dans l'enclave parce qu'ils jouent le man-to-man en haut de la zone, puis ils jouent un format hybride zone dans le bas de la zone. Tu te rends en série, là, ton man-to-man, là, elle va te servir à rien. Parce que qu'est-ce qui se passe en série? Cyclage. Regarde un match de la Floride, regarde un match du Colorado, là, ils te font virer fou en cyclage, puis contre-courant, puis ci, puis ça. Tu peux pas jouer man-to-man comme ça. Tu te dois de jouer zone. Puis c'est ça qui fait en sorte que le Canadien font mal en ce moment, là. Parce que quand tu joues le man-to-man, puis tu essaies d'être agressif, puis tu te sors du jeu, soudainement, ça devient un 5 contre 4 pour 15 secondes alors que tu te replaces. Puis les joueurs qui jouent le man-to-man ne vont pas se repositionner pour jouer zone à cause qu'un joueur s'est passé. Ça l'ouvre une ligne de passe, but. Ou ça l'ouvre l'accès à l'enclave, but. Donc pour moi, ça reste aussi le système défensif devant ces gardiens de but-là qui, selon moi, n'est pas au jeu. Tu te dois, selon moi, à retourner à un système de zone défensif si tu veux non seulement, limiter des chances en ce moment, mais 2, en série. En tout cas, à suivre, le Canadien qui s'accroche à cette course au meilleur positionnement possible en série. On veut éviter le plus possible une longue glissade. On n'en est pas là actuellement, mais certains aspects doivent se resserrer. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.
Comme vous le savez, je suis appelé à me déplacer souvent, entre autres pour le hockey et tout ça. Puis on utilise énormément de réseaux Wi-Fi partout où on va. Puis on se rend pas compte à quel point on utilise énormément de réseaux Wi-Fi différents. Donc, les courriels, les plateformes, les comptes personnels, tout passe par là. C'est pour ça que j'utilise NordVPN depuis un bon moment. Honnêtement, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est très simple au point que tu l'oublies. Un clic, ta connexion est sécurisée, peu importe où tu te trouves. Mais là où ça devient vraiment pratique, surtout si tu voyages, c'est que NordVPN te permet de continuer à accéder aux plateformes auxquelles tu es déjà abonné chez toi. Donc, même à l'étranger, tu ouvres tes applications habituelles et tout fonctionne comme si tu étais encore au pays. Pas besoin de changer tes habitudes. Personnellement, j'utilise autant sur mon téléphone, sur mon ordinateur, quand je travaille à l'extérieur ou sur des réseaux publics. Ça enlève une couche de stress, tout simplement. Si tu veux l'essayer, il y a une offre exclusive en passant par nordvpn.com/processus. Je le répète, nordvpn.com/processus. En utilisant ce lien, tu obtiens 4 mois gratuits sur le forfait de 2 ans avec une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, tu peux tester ça sans pression. Si tu passes beaucoup de temps en ligne ou que tu voyages, c'est clairement un outil à avoir. Va jeter un œil sur nordvpn.com/processus et profite de l'offre pendant qu'elle est là. Un petit peu d'inquiétude à Laval. Blessure pour David Reinbacher. Ça se passait samedi. Il a été frappé solidement alors qu'il changeait de direction derrière son but. C'est comme s'il n'a jamais vu arriver son adversaire qui l'a frappé à la tête. On ne connaît pas vraiment l'étendue de sa blessure, mais ça ressemble en tout point à une commotion cérébrale dans le cas de Reinbacher. On écarte une blessure au genou de par le contact là, qui a été fait sur lui. A quitté le match, il avait marqué plus tôt dans la rencontre, il a quitté en deuxième période. Et maintenant, encore une fois, quand ça concerne Reinbacher, c'est pas tellement long que les gens ont beaucoup d'inquiétudes sur la suite des choses. Vous pensez quoi de sa situation puis la progression de Reinbacher dans la trentaine de matchs qu'il a joué à Laval? Par rapport à la blessure, on va voir, on va attendre les détails et tout ça, là, mais moi, de la façon que je l'ai vu, les mises en échec de Martin Furt, j'ai l'impression que c'est à la tête. Moi, si j'avais à faire un pronostic de quelqu'un qui n'est pas médecin, là, mais ce serait de dire qu'il y a une commotion cérébrale et tout ça. Tu souhaites jamais de blessure, certainement pas des commotions cérébrales, tu ne voudrais pas que ça s'accumule non plus. Mais là où il y a peut-être une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que premièrement, tu peux te rétablir quand même rapidement. C'est ta première que ce n'est pas répétitif. Tu peux peut-être revenir dans une semaine et demie. S'il rate 2 ou 3 matchs, je pense que c'est moins problématique un petit peu. Comparativement, ça avait été, par exemple, au niveau des genoux, on sait que il y avait une blessure à ce niveau-là en Suisse, c'était moins évident. Les complications que ce qui était justement son année de repêchage et tout ça, c'est peut-être plus ça qui est à surveiller. Moi, tu l'as effleuré un peu brièvement, moi je pense que ce qui est plus à surveiller dans le cas de David Reinbacher, c'est au niveau de sa progression. C'est au niveau de son jeu, puis je dirais surtout son jeu défensif, mais lorsqu'il est mis sous pression. Le reste, je trouve que c'est correct. Le reste, il n'y a pas de problème. C'est un gars qui relance le jeu rapidement. Les relances sont encore bonnes. Moi, j'ai trouvé qu'il s'est amélioré un peu lors de sa prise de risque pour mettre de la pression en zone adverse, à la ligne bleue adverse. Il est meilleur. Moi, je trouve que pas pareille date l'an dernier, mais à la fin de la saison dernière, il y avait de la difficulté. Parfois, il était trop agressif. Il se faisait déborder. Ça donnait des surnombres. Là, il le fait de temps en temps, oui, mais c'est quand même plus régulier, tout ça. Mais moi, c'est un fameux point. Puis, écoute, je suis allé souvent te voir, Anthony, lors des séries du Rocket à la Place Belle. Puis, c'était quelque chose que je critiquais. Sa fameuse gestion de l'échec avant adverse lorsqu'il est dans le coin de la patinoire en zone défensive. Yep. Et là, je regarde des matchs, puis ça s'améliore pas. Aussitôt qu'il a un doute dans sa tête, c'est terminé. Là, il garde la rondelle un peu trop longtemps, puis dans le hockey professionnel, si tu gardes la rondelle une seconde de trop, ça se termine en perte de rondelle, ça se termine en perte de possession. Et là, le problème, c'est que là, il devient même vulnérable. Il complique même les choses pour ses coéquipiers et tout ça. Là, tout le monde devient un peu sur le qui-vive. La rondelle commence. Qu'on venait de parler avec les Canadiens, tu commences à avoir le même problème à Laval lorsque Reinbacher commet ces erreurs-là. Moi, c'est le gros point, c'est qu'il n'est pas capable de travailler cet aspect-là. Tout le reste est amélioré. Il y a quand même une petite progression. Mais cet aspect-là, là, c'est peut-être le plus important pour un défenseur. Il va débarquer dans la LNH. Ça va être encore plus vite. Il va avoir des gros bonhommes qui vont avoir encore plus d'exécution. Et il faut qu'il améliore ça parce qu'il y a des joueurs, il y a des défenseurs qui ont été repêchés très haut, qui n'ont pas eu de carrière parce qu'ils n'ont pas corrigé ça. Puis des gars repêchés top 10. Là. Donc, c'est peut-être le point le plus inquiétant dans son cas. Là,
Pour moi, c'est. Premièrement, là, c'est comme on l'a dit tantôt, là, c'est comment il est capable de manier une rondelle sous pression. Je pense que quand il reçoit des rondelles, ça dépend le match. Ça dépend à quel point l'équipe est physique et agressive devant lui. Je pense qu'il y a un manque de confiance dans son habileté d'être capable de recevoir la rondelle ou d'aller récupérer la rondelle et ensuite faire le jeu. Il y a un moment d'hésitation parce que ce soit une peur, un manque de confiance ou quoi que ce soit, moi c'est ça que je vois. Deuxième chose, puis honnêtement, après qu'est-ce qu'on a vu l'année passée en pré-saison quand il s'est blessé, je pensais que c'était quelque chose qu'il avait peut-être appris. Mais David Reinbacher a une misère à se protéger sur la glace. Il se met dans des positions très précoces pour se faire ramasser. Un peu comme Alex Carrier. Ou Caden Goulet. Ouais, ils ont cette propension-là à se placer de façon vulnérable. Ouais. T'as raison. Moi, et ça l'arrive trop souvent. Là. David Reinbacher en a échappé des blessures déjà cette année. Là. Il s'est blessé. Il s'est placé. Il a reçu une shot à la main. Il a manqué une période, je pense, en novembre. Mais avant ça, là, il a manqué des. Après ça, excuse-moi, il y a des mises en échec qui ont été percutantes, qui n'a pas fait en sorte qu'il a manqué des matchs, mais encore une fois, tu es en train de t'exposer à ce qu'un joueur, spécialement dans la Ligue américaine, arrive le côté du filet, puis pow! Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis oui, c'était un coup, on peut le catégoriser comme un coup à la tête. Là. C'était pas nécessairement quelque chose qui aurait dû se produire en temps normal. Mais c'est aussi une question de se protéger. Il se met toujours dans des positions compromettantes. Puis pour moi, c'est une des lacunes. C'est un manque je dirais pas de QI hockey, mais de savoir où est-ce que tu es sur la glace. Je crois pas qu'il est capable de scanner la glace assez vite pour prendre des décisions saines sous pression. Il y a quelque chose qui se passe dans sa prise de décision qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de le faire assez vite. Ceci étant dit, sans pression, là, quand il est en train de jouer en désavantage numérique, c'est une bête. Incroyable. Tellement d'espace qu'il prend. Son bâton, la place qu'il prend, le fait qu'il est capable de repousser l'adversaire vers la bande. Il est très efficace dans ce côté-là. Il est très efficace dans sa première passe quand il ne se fait pas harceler par un attaquant en échec avant. Il est très efficace à bouger la rondelle. Puis il est très efficace de garder possession de la rondelle en zone offensive. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça reste le jeu sous pression. Puis si tu n'es pas capable de jouer sous pression dans la Ligue américaine en décembre, janvier, ça va aller mal. Puis le problème, c'est que l'année passée, en série, je le voyais pas autant nerveux que je le vois en ce moment. Puis c'est ça, c'était plus ça mon petit hic avec, parce que j'étais comme... Là, tu viens de revenir, tu as joué une trentaine de matchs, tu es dans ton flow, mais on voit pas une progression côté confiance. Tandis que si tu parles à Vincent, Pascal Vincent, il va te dire super belle progression, super belle saison, on le parle souvent, on est dans la chambre avec lui à passer des vidéos. Tu sais, le travail se fait faire, mais on dirait qu'il y a un bloc mental quelque part. Et Marco l'a mentionné brièvement, moi je pense que c'est le problème avec David Reinbacher en ce moment. Sur cet aspect-là, là, sous pression, c'est la confiance. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que tu peux pas dire que c'est un manque de sens de jeu, parce que lorsqu'il y a plus d'espace, lorsqu'il sait quoi faire, parce que parfois, il y en a des situations avec des suppressions, mais il sait quoi faire. Et là, la rondelle part rapidement. Des très belles relances, des très belles passes, des excellentes décisions. Là, ça sort la rondelle sort de la zone. Ça, c'est le David Reinbacher qu'on peut projeter comme un défenseur top 4. Mais moi, ce que je remarque, et là, c'est une hypothèse, il faudrait que je valide un peu plus ça. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il regarde, lorsqu'il est sous pression, il regarde par terre. Il regarde la glace plutôt que de prendre son information autour. Et ça fait en sorte que là, la mise en échec de Martin Ferg, bien honnêtement, il y avait des problèmes techniques lors du match à Calgary. On ne pouvait pas le voir en temps réel. On a dû le voir dans des faits saillants d'entraque, la séquence. Mm-hmm. Donc, je peux pas analyser comment il a vu la situation. Mais ça arrive très souvent, par contre, que ces fameux revirements-là, lorsqu'il y a un joueur dans ses culottes et tout ça, c'est tout le temps ça, c'est qu'il regarde... Il regarde par terre, il prend pas nécessairement le temps de... Tu sais, un peu ce qu'Adam Nicholas enseignait à Juraj Slavkovski au début de sa carrière. Ouais. Prends ton information, regarde d'un côté ou de l'autre avec tes épaules. Reinbacher ne fait clairement pas ça. Il envoie la rondelle partout. Puis c'est là que je dis que ça complique la tâche aux adversaires. C'est que là, parfois, j'ai même vu faire ça à un moment donné, il a envoyé une rondelle carrément devant le filet. Puis là, t'es ou Adam Engstrom ou William Trudeau, ça commence à tourner pas mal. Donc, je pense que ça, c'est un aspect, c'est
lève-toi un peu la tête, prends confiance. C'est ça que j'ai hâte de voir. C'est pas que je démissionne pas. J'ai simplement hâte de voir avec un peu plus de confiance, lorsqu'il va être un peu plus confortable, est-ce que ça peut s'améliorer? Mais bon, en même temps, il n'y aura pas 10 ans pour le faire non plus. Ben là, c'est là la question. On va être patient combien de Ken temps? Hughes? D'un côté, il n'a pas joué beaucoup. De l'autre, on voit pas un énorme signe de progression. Tu gères ça comment si t'es directeur général? Le problème, puis là, Marco va pouvoir me relancer là-dessus, il y a pas mal plus d'informations que moi à ce niveau-là. Là. Mais moi, je me mets à la place du directeur général, disons, des Blue Jackets de Columbus. Puis disons, je regarde l'organigramme des Canadiens de Montréal, je regarde David Reinbacher, ancien 5e choix au total, peut-être que je l'estimais beaucoup à son année de repêchage. Là, j'envoie des recruteurs professionnels, je regarde comment ils se débrouillent, puis tu dis, qu'est-ce que tu es prêt à aller donner pour aller chercher cet élément-là qui, oui, a un aura, c'est quand même quelqu'un qui a été pris tôt, mais que tu le sais qu'il a des problèmes justement sous pression. Parfois, son jeu de pied dans sa zone, c'est compliqué. C'est pas oui, il y a un jeu offensif intéressant, mais pas une tonne. Donc, je pense que malheureusement, t'es comme pris avec un petit peu. Tu peux pas nécessairement. Ça peut pas devenir un élément majeur. Tu sais, parfois des gens disent on devrait l'inclure pour aller chercher Robert Thomas, par exemple. Mais si t'es les Blues, tu peux pas dire je suis confiant d'aller chercher Reinbacher comme gros morceau et dire je vais solidifier ma défense parce que t'as trop de points d'interrogation. Son jeu de pied déficient, les problèmes de santé. Donc, personnellement, moi, j'ai le goût de dire si Reinbacher doit sortir de Montréal, faut pratiquement que tu obtiennes un autre Reinbacher à quelque part, un gars qui a un autre point d'interrogation, puis que tu espères que ça change de côté, mais sinon, je pense que tu es pratiquement. À moins que ça se replace, tu es pratiquement pris avec. Tu sais. Il y a tellement un manque de défenseurs droitiers qui sont jeunes de cet âge-là que je pense que tu pourrais l'inclure dans un package pour un joueur de premier plan, puis ça serait comme l'espoir de ce package-là. À cause que c'est une denrée rare dans la Ligue nationale. Défenseur droitier, gros format. Gros format, malchance avec le Canadien de Montréal. Tu sais, sans manquer de respect aux joueurs, puis clip pas ça, mais sans manquer de respect aux joueurs, si les Blues peuvent voir un défenseur top 4 en devenir en Logan Mailloux, tu peux certainement le voir avec David Reinbacher. Ouais, ça, oui. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Mais la seule chose que Marty, puis je pense que veut dire, c'est que présentement, il est peut-être trop bas dans sa valeur pour l'inclure une transaction. Mais, aussi bien de le laisser mais trop bas dans sa valeur dans le contexte que tu espères qu'il va le remonter. Ouais. OK. Qu'est-ce qui arrive s'il se reblesse? Qu'est-ce qui arrive si c'est une commotion puis il est out jusqu'aux Olympiques? Qu'est-ce qui arrive si ça ne s'améliore pas? À un moment donné, c'est là le jeu qui se joue, right? Kent Hughes est allé sur le podcast du collègue Marc-Antoine Godin et Arpen Bassou pour dire, avec l'acquisition de Noah Dobson, ils peuvent prendre leur temps pour vraiment simplement juste laisser Reinbacher là, sans pression, sans juste lui sortir de là et juste focusser sur ce qu'il fait. Le problème, c'est à chaque chose que Reinbacher fait, on a 10 000 articles dessus. C'est ça le problème. Tu peux plus isoler un gars comme à la belle époque à Hamilton puis à St. John's. Bon, c'est impossible, ça. Sauf si tu l'échanges aux Islanders de New York. mais ta réflexion par rapport à, OK, s'il se blesse, mais le directeur général de l'autre équipe peut se dire la même chose aussi. Je vais le chercher qu'il se blesse dans 2 semaines. Est-ce que je suis avancé? Si t'as pas dans cet état de blessure, là, je veux dire, tu vis avec, mais tu vois qu'est-ce que ça amène. Tu pas quelqu'un qui est super en confiance. Tu sais, Logan Mailloux, oui, je comprends qu'il y avait des doutes, mais Logan Mailloux, au moins, il pas de problème de santé. Lui, il joue, il n'y a pas de problème, tu sais. Ouais, puis l'échantillon était pas mal plus grand dans le cas de Mailloux, là, tu sais. Ouais, mais il y avait aussi beaucoup de red flags aussi, c'est ça. Ouais. Donc, quand tu regardes l'atout, puis je déteste parler de humains comme des atouts, là, mais quand tu regardes l'atout, David Reinbacher a une meilleure valeur aujourd'hui que Logan Mailloux l'avait au moment de son échange. Ouais, puis mais et donc, 5e au total, comparativement 31e 5e au total. 5e au total. Ouais. Sa défensive, selon moi, lui garantit une carrière au moins comme 3e paire dans la Ligue nationale. Je le pense aussi. Ouais, pour moi, c'est son minimum. Puis après ça, c'est à toi de développer le reste. Donc, si tu es une équipe qui est en reconstruction dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup de défenseurs droitiers. Il va en avoir une coupe dans ce repêchage-ci en 2026. On en a parlé. Là, Keaton Vierhoff, Chase Reed, Ryan Lynn, etc. Là, il y en a plusieurs. Mais il y a certaines équipes qui, eux autres, vont vouloir un joueur qui est comme plus proche de la Ligue nationale, sinon prêt pour la Ligue nationale. Je ne dis pas, encore une fois, que les Canadiens vont échanger David Reinbacher. Mais je pense qu'ils sont plus proches de le faire maintenant que jamais.
Je pense que c'est là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont lancé la serviette. Moi, personnellement, là, je dirais qu'il y a plus de chances que le Canadien garde David Reinbacher et qu'il le garde dans la Ligue américaine encore la saison prochaine. Il y a plus de chances que ça arrive qu'il soit inclus dans une transaction au moment où on se parle. Si les Canadiens ont des discussions à l'interne avec leur coaching staff, puis avec les recruteurs professionnels, puis avec l'équipe de développement, puis ils se disent « cut your losses », essaie de l'inclure dans une grosse transaction. Quand tu dis que tu veux surpayer pour un joueur qui va fitter, est-ce que le Canadien préfère mettre David Reinbacher dans une transaction versus Michael Edge ou Alexander Jaworowski? Au moment où on se parle, je pense que oui, à cause de l'éclosion de Bryce Pickford. Bon, ça, c'était la suite des choses parce que ça coule bien dans la discussion. On vous a préparé une entrevue que tu as réalisée avec Bryce Pickford et qui est disponible présentement sur la commission athlétique. On vous invite à aller écouter ça. C'est toute une saison qu'il connaît dans la Ligue de l'Ouest. Évidemment, il y a un monde de différence dans le style de jeu de David Reinbacher et celui de Bryce Pickford. En même temps, c'est un défenseur droitier qu'on va tenter éventuellement d'amener dans la Ligue nationale. À quel point son émergence change un petit peu l'évaluation qu'on peut faire dans l'organigramme du Canadien de Reinbacher? Ben écoute, je pense que Dobson fait en sorte que l'organigramme est safe. Puis t'as 3 défenseurs gauchers qui sont des joueurs de top 4 en Matheson, Gooley puis Hudson. En ce moment, le Canadien utilise Gooley comme 3e paire sur le côté gauche. Personnellement, je pense que c'est un luxe de faire ça avec un gars comme Gooley. C'est dans la Ligue nationale le problème au côté droit. On surutilise un gars comme Alex Carrier pour l'instant. À cause que aucun, puis c'est pas nécessairement leur faute, là, puis je pense pas que ces joueurs-là ont ce potentiel-là, mais à cause que tu n'as pas eu d'éclosion de la part de Herbert Jacquet ou Jaden Struble comme vrais joueurs de top 4. Donc, si on a ça de confirmé puis on comprend ça, le Canadien a besoin d'un défenseur droitier de top 4 dans l'organigramme dans un futur rapproché. David Reinbacher, tout le monde s'attend à ce que ça soit lui. On verra si ça va progresser de même. Mais tu regardes la courbe de progression de Bryce Pickford, c'est incroyable. À Seattle, il a joué pour les Thunderbirds de Seattle quand Seattle a gagné la Coupe Memorial avec Jared Davidson. On s'en souvient bien. Pas la Coupe Memorial, excuse-moi, la Coupe de l'Ouest. Ouais. Ils ont perdu en finale. Ils ont perdu en finale, exact. Donc, il faisait partie de ce groupe-là, mais il était plutôt un 5e, 6e défenseur, plutôt défensif. Il n'a pas été repêché à la suite de cette saison-là. Non, il a été ben c'est ça, il n'a pas été repêché. Il a été transigé à Medicine Hat. C'est ça. Et à Medicine Hat, il y a eu 1 point par match en termes de défenseur de 18 ans. Et en série, il a marqué 13 buts en 18 matchs. C'était absolument hallucinant là, en termes de performance. Et le Canadien lui a pris comme overager 19 ans avec un choix de 3e tour. Qu'est-ce qu'il fait cette année? 33 buts, bat le record pour les buteurs défenseurs dans l'ère moderne de la WHL. Puis ça fait un bail qu'on n'a pas vu des défenseurs marquer autant dans le junior généralement. Mais c'est pas simplement son offensive qui m'impressionne. Il y a du chien il joue vraiment agressif. Ses meilleures performances sont en série. C'est ça que je le trouve. Les meilleures performances, c'est quand tu as besoin d'un but, et ça devient physique. Il est fort dans les coins, il pousse, très actif avec son bâton. C'est un compétiteur, c'est un gamer, ce gars-là. Donc, pour moi, quand je le vois jouer, s'il est capable, dans sa courbe, de continuer comme tel, c'est possible de voir un potentiel top 4 parce que le QI hockey est là. Je crois que quand tu regardes Bryce Pickford, c'est qu'est-ce que Marc Bergevin envisageait potentiellement voir de Logan Mailloux à 2 pouces de plus bas. Moi, c'est ça. Ouais, ben écoute, je suis moins d'accord par rapport à ça. Je pense que Bryce Pickford, moi personnellement, je pense qu'il y a une chaise peut-être dans la Ligue nationale de hockey, mais plus comme 3e paire. Pour le reste, bon, on parlait de David Reinbacher. Est-ce que ça devient une option qui fait en sorte que tu peux l'échanger? J'attendrais peut-être un peu. Moi, je vois quand même certaines choses qui vont devoir améliorer Bryce Pickford. Son tir, sans aucun doute. Il est très dominant. J'ai dit moi-même que dans tout l'organigramme des Canadiens au complet, c'est peut-être l'un des gars qui a le meilleur tir des poignets, puis c'est pas des farces. Là. Regardez là, il dégaine d'une façon
hallucinante. C'est pas simplement qu'il est fort, mais il tire rapidement également. Marco me parlait du côté physique, je suis d'accord. Il y a certaines critiques par rapport à ça, mais moi, je trouve qu'il est dur à affronter. Il est capable de repousser les joueurs le long des rampes. Après les sifflets, il va aller donner des coups de bâton. Il est robuste un petit peu, mais tu vois, je trouve qu'en transport de rondelles, Bryce Pickford, c'est pas un gars qui a un grand coup de patin. Il est correct sans plus. Là, c'est correct dans la WHL qui, en passant, s'est affaibli avec les exodes de joueurs vers la NCAA. Là, il fait un peu ce qu'il veut et je veux pas faire de mauvaise comparaison, mais tu sais, dans Mathias Norlinder, lorsqu'il était en Suède, là, il rentrait par le centre, il déjouait 3, 4, 5 joueurs, puis là, il était capable de créer de l'attaque de cette façon-là. Je dis pas que Pickford, c'est simplement ça, mais ça arrive souvent qu'il transporte la rondelle, qu'il fait ces genres de jeux-là. Il tente toutes sortes de feintes qui, honnêtement, ne fonctionneront jamais dans les rangs professionnels. Ça, il va devoir améliorer ça. Puis quand je parle de coup de patin, d'avant, c'est correct. De reculons, il doit vraiment s'améliorer avec son jeu de pied. Moi, je trouve qu'à la ligne bleue adverse, il est un peu vulnérable par moment. Lorsqu'il y a un joueur qui arrive avec un peu trop de vitesse, il est facilement débordable. Ça fait en sorte que ça devient un peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur défensif. Je pense qu'il est bon. Je pense que dans sa zone, lorsqu'on est stable, que tu t'installes dans le territoire, il est bon. Il est capable de couvrir les angles. Il bloque des tirs et tout ça. Mais son coup de patin peut peut-être faire en sorte qu'au lieu d'avoir... Puis tu sais, ça arrive. T'en as des excellents défenseurs qui ont des tirs hallucinants. Écoute, Anthony, tu as suivi la LHGMQ pendant je sais pas combien d'années, des défenseurs. T'sais, je vais te donner un exemple. David Savard, qui était super offensif à Moncton, a dû se convertir en défenseur strictement défensif parce qu'il savait que son manque de patin allait peut-être lui nuire à ce niveau-là. Il a ajusté la façon qu'il joue. Moi, un gars qui me vient en tête, Nicolas Deslauriers. Nicolas C'est un peu Deslauriers. ça aussi, défenseur offensif dans le junior majeur. Il s'est trouvé une chaise dans le professionnel dans un tout autre rôle qu'on lui connaît aujourd'hui. Ouais. Jamais j'aurais pu penser qu'on verrait une transformation comme ça de la part de Nick Deslauriers, mais moi, mes informations par rapport à Pickford, c'est que le Canadien croit qu'il peut avoir une très grosse progression physique bas du corps. Il pense que le patin va se travailler en termes de technique. Je pense que c'est, comme il l'a dit, la game de pied. Je pense que c'est ça qui doit être travaillé. Adam Nicholas, c'est une des choses qui travaille le plus avec ses joueurs, c'est ses games de pied. Ça, je le sais en parlant de Sean Farrell, en parlant avec Michael Age, les jeux de pied, en reculant, en avance, être capable d'être un gars qui est capable de bouger de façon latérale. Je dis pas que lui, il va finir sa saison puis jouer avec le Canadien de Montréal l'année prochaine non plus. Là. il s'en va jouer à l'avant l'an prochain. 100%. Puis il est prêt. Ouais. Je vous le dis, là, il est prêt. Mais ce que je pense, c'est que si le Canadien lui donne le bon conseil, ce gars-là a une éthique de travail vraiment hors de norme. Un gars de ferme. Un gars qui travaille tout l'été avec son père, sa ferme. Un gars qui est très discipliné. Il me disait là, comment il a amélioré son tir. C'est parce qu'il tirait à peu près 1000 rondelles par jour avec son père. Ils se sont créés un espèce de mini shot arena sur la ferme pour être capable de travailler ça. Donc, je suis sûr que avec ce qu'on voit de lui cette année, où ce que le Canadien croit qu'il y a eu vraiment une croissance physique qui peut s'en venir, je pense que certains de ces lacunes-là vont se résoudre eux-mêmes avec les ressources dont détient le Canadien de Montréal, mais aussi le temps que ce jeune-là va avoir pour pouvoir grimper dans les rangs. Le problème, c'est que je ne crois pas qu'il va être prêt pour la Ligue nationale avant 2 ans. Donc, ceci étant dit, alors que la fenêtre du Canadien va commencer à ouvrir, ça va être qui ton défenseur numéro de deuxième paire du côté droit? Est-ce que tu vas muter un de Gouli ou Lane Hudson à la droite? Ou est-ce que ça va forcer le Canadien à faire une transaction pour un défenseur top 4 droitier? Ce qui n'est pas impossible. Ouais. Si Bryce Pickford ne devient pas un défenseur top 4, il n'y a pas de panique non plus. C'est un choix de 3e tour. Disons qu'il atteint la LNH. À un certain moment, là, je dirais même les tours 2 à 7, ce que tu espères avec tes espoirs, c'est qu'il joue point. Exact. Bonhomme allant, amusez-vous à regarder les formations, les bonnes formations. Disons les Stars de Dallas, lorsqu'ils ont repêché Logan Stankoven et compagnie. De mémoire, c'était 3 joueurs. Ça, c'est une cuvée exceptionnelle. 3 joueurs qui ont atteint la LNH. Et là, en plus, des joueurs très dominants. Donc là, d'en avoir un... Au 3e tour, simplement qu'il joue, c'est bon. Moi, je pense que 3e paire, c'est réaliste. Je pense que je suis pas mal sûr de mon coup qu'à Laval, il va être dominant parce que le rythme est moins soutenu, ça patine moins un peu, ça va lui pardonner. Et à un moment donné, ça, c'est Jean-Philippe Glos, le recruteur des Prédateurs de Nashville, qui m'avait déjà expliqué ça. Il disait
sais, quand tu t'amuses à regarder des joueurs, par exemple, un gars qui est super bon à Victoriaville ou à Bécomo, peu importe les endroits, puis tu dis, c'est bien beau que tu l'aimes bien sur le coup, mais rassemble les 50 meilleurs espoirs de l'équipe, puis mets-le dans le groupe. Est-ce qu'il va être encore le meilleur? Bryce Pickford, avec le tir, lui, c'est le meilleur. Il n'y a personne qui a un tir comme lui dans tous les espoirs de l'organisation. Je vais inclure même les attaquants. Donc là, je pense qu'à Laval, tu vas pouvoir le placer dans un rôle. Puis là, en plus, tu as des Engstrom qui commencent à partir. On verra avec Reinbacker. Il va avoir un rôle clé. Il va être capable de produire. Il va amener des points. Je suis convaincu qu'il peut être l'un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue américaine. Là, Laval risque d'avoir une belle petite poussée en défensive. Lui, Owen Protz, ça va être... Les deux vont être là l'an prochain. Ma seule question, c'est de la Ligue américaine et à la LNH. Il y a des défenseurs qui sont excellents dans la Ligue américaine puis qui sont pas capables d'amener leur jeu à un autre niveau. C'est ça que j'ai hâte de voir. C'est un gars comme Kale Clagg, entre autres. Ça, c'est un bon comparable. C'est un gars très offensif à un niveau inférieur, mais pour atteindre la Ligue nationale et y rester, ça, c'est un autre game. Ouais, mais Kale Clagg, défensivement, c'est pas fameux. Physiquement, pas fameux. Non. C'est pas un gars qui nécessairement se donne beaucoup dans les coins. J'ai pas ces problèmes-là avec Bryce Pickford. Tu sais, quand tu parles d'un joueur offensif de même, tu te dis « Ah, OK, il doit être moyen en zone défensive. » De loin de là, je pense qu'il est très bon à lire les jeux, puis à repousser les gars, puis utiliser son bâton, puis être physique. Je pense que ça devient de plus en plus direct quand tu le vois jouer en série. Là, il devient méchant. Sauf que là, on va monter le calibre. Ça va être un bon test. Et là, mais il y a déjà 2 championnats sous sa ceinture. Il a gagné 2 fois le titre de la WHL avec 2 différentes équipes. Puis on l'a vu l'année passée avec Medicine Hat, avec toutes les étoiles qu'ils ont eues. Quand tu avais besoin d'un gros but, Bryce Pickford. C'est anecdotique, hein? Puis j'ai pas regardé les matchs de Medicine Hat en fin de semaine. Là. Mais il a pas joué. Non, mais c'est ça. Il a été blessé dans ses 2 matchs. Puis Medicine Hat a perdu ses 2 matchs. Il y a eu une grosse rencontre contre les Raiders de Prince-Albert. Là, c'est pas mal les 2 grosses formations dans la WHL. Ouais. Ça s'est terminé 5-1 pour Prince-Albert. Se sont fait lessiver. Donc ça peut avoir un impact aussi. Puis j'ai aussi un commentaire à faire sur le fait que la WHL est inférieure cette année versus l'année passée. Ils ont perdu combien de joueurs, la WHL? Oh, une bonne... Combien? J'ai pas le chiffre pas exact. 60. Ils en ont perdu pas mal, disons. Ben non. De premier plan. Ils en ont perdu peut-être quoi? 7, 8? De premier plan? Je sais. C'est quand même considérable. Ils ont perdu Justin Poirier, puis ça s'est arrêté là. Oui, je sais. Comme joueur de premier plan. Mais de premier plan, tu en as perdu 5-6. Ouais. 2 de ces joueurs-là jouaient pour la même équipe que Bryce Pickford. Caden Lindstrom, Gavin McKenna, et j'ajouterais même Andrew Basha qui vient juste de rejoindre l'équipe après avoir perdu son temps avec les Wranglers de Calgary. Donc, pour moi, quand on parle de la WHL, il n'y a aucun gardien qui est parti. Right? Ravensburgen est encore en train de jouer là. Fait qu'il n'y a aucun gardien qui est parti. Il y a un défenseur de premier plan qui est parti. C'était Jackson Smith. Jackson Smith, ouais. C'est ça. Americans, they tried. Fait que c'est juste les attaquants qui sont vraiment partis là, en termes de premier plan. Donc, quand on parle de la WHL... Ben, il y a Keaton Veroff aussi qui a quitté. Ouais, mais Keaton Veroff a 17 ans. Koreshny est parti aussi. Koreshny, c'est un des joueurs. attaquant. Michael Marquez, un excellent joueur avec les Hurricanes de Lethbridge, est parti au Maine. Ouais, non, t'en as eu des départs. Attaquant. Jaden Lipinski, puis mademoiselle, les encore joueurs. Une fois, des attaquants. Right? C'est ça que je parle. Mais les systèmes défensifs, les gardiens, c'est les mêmes. Donc, c'est reste que t'enlèves le star power dans la ligue, c'est sûr que ça va... ouais, mais t'as enlevé la star power de sa propre équipe. Ouais, il affronte d'autres équipes qui ne jouent pas contre ses propres coéquipiers. Ouais, mais c'est à lui de créer l'offensive maintenant. C'est ça la plus grosse différence. Ouais. C'est ça l'affaire. Quand c'est à toi d'être le gars qui gère l'offensive de ton club, c'est ça le plus gros défi pour moi. Quand le défenseur est celui qui est capable qui est le meilleur joueur défensif et offensif du club, c'est là où quand je regarde l'évaluation, je me dis oui, il y a certains joueurs étoiles qui sont plus là. Ça permet à d'autres d'en venir. Il y a eu des imports qui sont venus. JP Hurlburt, par exemple. Donc, je dis pas que ça l'a chuté, mais ça l'a pas droppé comme autant que, mettons, je dirais, exemple, la Ligue d'Ontario. La Ligue d'Ontario, pour moi, ça l'a chuté. Il y a eu une grosse drop parce que tu as eu vraiment des joueurs élites qui sont toutes partis, y inclus des gardiens de but. Donc, pour moi, quand je regarde le WHL, je me dis... Oui, il y a une baisse de régime, mais pas autant pour genre mettre pas autant de lumière qu'on devrait mettre sur la saison de Bryce Pickford et la progression de Bryce Pickford. Pour moi, c'est ça. Quand tu regardes la NCAA, il n'y a personne qui dit « Ah ben, tu sais, Gavin McKenna, il devrait quand même partir premier parce que c'est difficile, la NCAA. » Personne qui dit ça, là.
En tout cas, il vient de connaître une grosse semaine, McKenna, Marty. Avec son tour du chapeau. Là, soudainement, il commence à en avoir des points. Commence à en prendre un peu son élan. Puis c'est ça que tous les recruteurs avec qui j'ai parlé m'ont dit. J'ai hâte de voir sa deuxième moitié de saison. M'en fiche de sa première moitié parce que tu es en train de t'habituer, le jeu physique, les systèmes, le jeu mature. Tu joues avec des gars qui ont 4, 5, 6 ans plus que toi. Là, c'est le temps. Alors que tout le monde font une poussée pour être plus haut dans le ranking des pairwise pour se qualifier pour le tournoi de la NCAA. C'est là qu'on va voir. J'ai-tu vu que l'adversaire, justement, des Nittany Lions a refusé de serrer la pince à l'entraîneur de Penn State? Mais ça a brassé en fin de semaine. Mais ça a brassé. J'essayais de trouver de l'information. Je me demande si Gavin McKenna va pas être suspendu parce que Gavin McKenna, à la fin de sa deuxième rencontre contre Wisconsin, ça a brassé. Il y a eu une mêlée et tout ça. Puis il est allé agripper Logan Hensler, l'espoir des sénateurs d'Ottawa, par la grille. Ça, t'as pas le droit. C'est illégal. A été copé d'une punition de match, a été expulsé et tout ça. Puis là, j'essayais de voir. Il y a des gens qui avaient l'air de dire que c'était une suspension automatique. J'ai pas la réponse. Là. Donc, mais oui, ça a brassé entre les deux équipes. Là. Dès le premier match, je dirais à partir de la deuxième moitié de la rencontre pour avoir. Le deuxième match, je ne l'ai pas regardé. J'ai vu la séquence dont je te parle, là, mais premier match, là, dès la deuxième moitié, ça commençait à brasser. Puis là, probablement que ça s'est transposé dans le deuxième. Là. Bon, pour les équipes qui vont reconstruire, les gars, je regarde le temps finir. On va prendre ça la semaine prochaine. C'est toujours la même affaire. Mais avant de quitter, quelques petites notes. J'ai regardé un petit peu le Rocket au cours des dernières semaines. Je voulais regarder un petit peu ce que les gars qui ont joué dans la Ligue nationale ont été capables de faire en descendant en bas. Ça, c'est un bon indicatif parce que souvent, des jeunes en arrachent à leur retour de la Ligue nationale. Reprendre le rythme de jeu de la Ligue américaine. Puis en fin de semaine, dans mon visionnement du match du Rocket à Calgary, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Owen Beck, qui a été très, très bon dans ce match-là. Et Adam Engstrom, il y a eu une coupe de haut et de bas, mais je l'ai bien aimé aussi dans ce match-là. Donc ça, c'est des bons signes. C'est vraiment des gars intéressants parce qu'ils sont proches de la Ligue nationale puis de s'y établir. Ouais, mais Owen Beck, c'est le dernier match. Là. C'est le match de, si je me trompe, samedi? De samedi. Ouais, samedi, 2 passes. Mais avant ça, 1, 2, 3, 4 matchs sans points. C'est ça. Donc, c'est un peu ça mon problème avec... Si le trio de Laurent Dauphin ne marque pas ou que la première paire défensive ne marque pas, il y a très peu d'offensive. Ouais. On a vu Florian Jacquet, un petit réveil aussi de son côté. Philippe Méchard qui commence à s'illustrer de temps en temps. Mais pour moi, il manque encore un élément offensif de premier plan avec le Rocket de Laval en termes d'espoir. C'est beaucoup de on verra. Puis, je sais qu'il y a plusieurs qui mettaient déjà, exemple, Florian Jacquet comme étant un joueur de potentiellement top 6 en début de saison. Oh non, là, quand même pas. Là. Mais on a vu les commentaires dans les chats. Tu parles à Laval. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on le voit se faire donner des utilisations plutôt offensives. Mais il y avait plusieurs partisans qui voyaient un potentiel top 6 dans la Ligue nationale après l'année passée. Ouais. Moi, encore une fois, ce qui me reconfirme avec lui, c'est que ça va être tout un joueur de 4e trio, au pire 3e trio, qui va être capable de s'imposer offensivement, physiquement. Puis qu'est-ce que j'aime de lui, là, ses buts cette année, du bon positionnement. Du bon positionnement. Il commence de mieux en mieux à savoir où se positionner en zone offensive pour prendre avantage. Puis ça, c'est vraiment un élément que j'aime de son jeu, qu'on voit en progression. Puis tu as touché sur Adam Engstrom. Adam Engstrom, selon moi, n'a aucune affaire à faire dans la Ligue américaine en ce moment. Là. Ce joueur-là devrait jouer dans la Ligue nationale. Puis ce ne serait pas pour le fait que le CH ont Arber Jacquet et Jaden Struble pour l'instant dans leur alignement. Ils seraient là déjà. Vous ne pouvez pas dire que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de l'année. Je doute que ça va rester comme ça, que ce soit avec Montréal ou autre. Ouais, ben écoute, je pense que dans le cas d'Owen Beck, je pense que ça illustre un peu de ce que j'ai pu voir récemment, là, c'est que souviens-toi justement, au début de la campagne, je disais que je trouvais qu'il se cherchait. Donc oui, à l'attaque, c'était plus tiède, mais même défensivement, je trouve qu'il ne faisait pas les mêmes... Au niveau lecture de jeu, ça a toujours été un gars incroyable, un gars super intelligent. Puis même à ce niveau-là, au début, c'est comme s'il cherchait, c'est comme si là, il savait pas trop sur quel pied danser, quelle identité il devait avoir, alors qu'il avait quand même goûté à la LNH, aux Canadiens et tout ça, il avait été un des derniers retranchés, un des joueurs rappelés également, puis là, redescend...
Puis ça avait été pas mal plus compliqué. Là, ce que je vois d'Owen Beck, c'est que oui, offensivement, peut-être qu'on ne voit pas le même éclat qu'on pouvait voir au début de la saison dernière, mais au moins, je trouve qu'il a repris un peu plus son identité. Défensivement, il est un peu plus solide. Ses relances sont bonnes. Le coup de patin est bon. Capable de venir supporter. Donc, je le mentionne au niveau offensif, c'est plus compliqué. Je pense que le Rocket, en général, comme Marco l'a mentionné, ont plus de problèmes à ce niveau-là. Il y a comme... On dirait que t'as comme pas les. Tu sais, l'an dernier, tout le monde fonctionnait. Jared Davidson était capable d'aller chercher des gros buts. Joshua Roy allait bien. Florian Jackal et compagnie. Puis là, on dirait que tous ces éléments-là ne sont pas capables de s'illustrer sur une base régulière. Mais dans le cas de Beck, au moins, son travail d'aller aider tout le monde, d'être bon dans les 3 zones, d'être capable d'amener de la pression dans les coins et tout ça, je pense que ça, j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans ces derniers matchs. Puis, pour revenir à ce que Marco disait sur Adam Engstrom, on voit qu'il n'y a pas d'affaires dans la Ligue américaine. On se répète, là, mais c'est un gars que dans peut-être 27 formations sur 32, il ne serait pas dans la Ligue américaine, il serait dans la LNH. C'est un gars qui, tu le vois, le coup de patin est là, il est très à l'aise de faire toutes sortes de jeux pour transporter la rondelle en zone adverse. Il est imprévisible, bouge les schémas, capable de quitter sa position. On l'a vu, là, on parlait des problèmes de Reinbacker. Souvent, Engstrom était capable de compenser ça malgré cet aspect-là, capable de plus efficace devant le filet, même si c'est pas sa tasse de thé, capable de se démarquer. Je veux dire, dans le cas d'Engstrom, là, ça, on est d'accord. Là, si c'était pas de la profondeur à Montréal, il serait dans la. Moi, je continue à le comparer à Mike Matheson. Je trouve qu'il se ressemble énormément sur la glace. Son tir ressemble beaucoup à celui de Matheson. On l'a vu marquer samedi un but que Matheson a réussi à marquer dans la Ligue nationale à peu près de la même façon. Mouvement des épaules, le tir gaucher dans le filet. Moi, je vois des bons signes de la part d'Adam Engstrom. On va continuer de le surveiller. Le Rocket, encore un club très compétitif, le fun d'avoir joué cette année. On va terminer ça, Marty, avec ton espoir de la semaine en vue du prochain repêchage. L'espoir de la semaine, on s'en va en Russie cette semaine. Justement, là, dans mes visionnements, je suis un peu plus de ce côté-là. Une région que j'avais plus négligée dans les derniers mois, si on veut. Je m'en vais du côté de Gleb Pugachev. C'est un joueur qu'on commence à parler un petit peu plus, qui montre des choses intéressantes. Regardez ses statistiques dans la MHL, l'équivalent de la Ligue, la LHJMQ pour la Russie. Statistiques pas impressionnantes, 21 points en 27 matchs, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a été rappelé par le Torpedo de Nizhny Novgorod. Donc, je joue avec Bogdan Konushkov notamment. Et il a trouvé une façon de se démarquer rapidement. C'est 3 points en 8 matchs. Et tu sais, il va régulièrement aller chercher un 10, 11, 12, 13 minutes de temps de jeu. Pour un joueur de 17 ans, c'est quand même pas rien. C'est un gros bonhomme, Gleb Pugachev, un gars de 6 pieds 3 pouces. Et moi, ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects, je trouve, qui peuvent plaire aux recruteurs. Donc, tu sais, 6 pieds 3 pouces, mais un gros coup de patin. Quelqu'un qui est super intense. Toujours le premier en échec avant, le premier qui va aller frapper, le premier qui va aller se salir le nez. Tu sais, parfois, les joueurs russes, on va se dire, OK, c'est des gars individuels, mais qui sont peut-être moins appliqués au niveau de l'effort et du jeu défensif. Mais Pugachev, je trouve que c'est pas ça. Il est impliqué, il va aller chercher, il va aller mettre de la pression, il va gagner des bagarres et tout ça. Et c'est intéressant, dans la KHL, c'est sûr qu'il n'y aura pas l'impact offensif qu'il peut avoir dans la MHL, la ligue inférieure. Mais tu vois, dans l'autre ligue, je me suis rendu compte qu'il était utilisé comme tireur. Il a un très bon tir des poignets, capable de se démarquer. Donc, c'est un gars que moi, personnellement, je l'ai fait grimper dans mes listes lorsque je l'ai regardé. Il joue avec un autre bel espoir, Victor Fedorov, et lui a diminué un peu dans les listes. Mais Pugachev, étant donné le gabarit, l'intensité, le tir, il y a quand même un certain sens offensif également. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une belle lecture de jeu. Je pense que c'est un gars à surveiller. Est-ce que c'est un choix de premier tour? Pas convaincu pour l'instant encore. Mais je pense que pour au minimum le deuxième tour, là, c'est un gars qui devient, je trouve, super intéressant pour une équipe. Là. On n'avait pas abordé la semaine passée. On peut prendre quelques minutes, si tu veux, en guise de conclusion. Mais Ivan Ryabkin, qui a rejoint les Islanders de Charlottetown, il y a eu un départ là, fulgurant lorsque les Hurricanes ont décidé de le prêter à Charlottetown. Oui, évidemment. 8 points, ses 3 premiers matchs. Ça a été hallucinant. Là, s'est blessé en fin de semaine. A raté ses 2 derniers dans la série contre les Eagles du Cap-Breton. Mais il est complètement hallucinant. Tu vois à quel point il y a une chimie avec... pour ceux qui le connaissent moins, Nathan Leake, c'est un joueur de 20 ans qui n'a pas un gros coup de patin, mais un très, très bon marqueur, un excellent tir, qui a des bonnes mains. Là. Quelqu'un qui est capable d'aller au filet et...
Ryabkin, c'est hallucinant. Tu sais, tu vois que. Tu sais, il y a des lacunes, Ryabkin. Moi, j'ai regardé personnellement un match contre les Saguenay-Chicoutimi, puis je voyais certaines facettes qui déplaisaient un peu de lui. L'effort pas toujours constant. Le jeu défensif ne revenait pas toujours dans son territoire. Tu pouvais le perdre par moment. Mais il faut être honnête, là, lorsqu'il a la rondelle, spécialement en avantage numérique, il contrôle le jeu de façon hallucinante. Il est capable de retenir son élan, influencer les systèmes de jeu. Puis ça va rapidement. Il y a une passe, là, aussitôt, souvent c'était Leak, là, repérer Leak devant le filet. Tu es capable d'aller chercher une foule de chances de marquer. Donc, je pense que dans le cas de Ryabkin, ce qu'on va vouloir surveiller, surtout du côté de Hurricanes de la Caroline, c'est un peu plus comment il se démarque dans les deux sens de la patinoire avec son effort et tout ça. Je trouve que c'est pas encore à point. Mais si on le regarde simplement sur le tape à l'œil, sur qu'est-ce qu'on veut suivre dans la LHJMQ, je sais que Charlottetown, c'est pas l'équipe la plus sexy au niveau visibilité. C'est pas les Remparts de Québec, disons-le comme ça. Mais je pense que ça va mériter de surveiller un peu Ivan Ryabkin parce que c'est un gars qui a vraiment beaucoup de talent puis il l'a montré jusqu'à maintenant dans la LHJMQ. Ça a été le joueur de la semaine la semaine dernière, donc ça ne ment pas. Par là du match de la semaine, quand même, une belle victoire des Wildcats de Moncton. Ils ont battu les Saguenay-Chicoutimi en fin de semaine. On parlait là, avec Michael Lanancette il y a 2 semaines là, des forces en présence dans la LHJMQ, du monstre à 3 têtes. Là. Tu avais parlé de Moncton qu'il ne fallait pas les sous-estimer, mais ils ont battu les Saguenay. Mais Mick me remettait en doute, là, j'espère qu'il va avoir compris. mais un match de saison, ça fait pas une victoire en série. Non, on est d'accord, puis honnêtement, c'est un excellent match. Je pense que les Sags, se sont mis de la pression un peu au début. C'était compliqué. Vraiment, les Wildcats sont entrés dans ce match-là en feu, beaucoup de pression. Puis on en a des gars offensifs, Caleb Desnoyers. Gavin Cornford, qui est un petit attaquant qui arrive de Boston College. Mais pas de temps de jeu, c'est dirigé du côté de Moncton. Un gars comme Nico Turnus, lui surveillé pour le repêchage. Nico Turnus, là, un gros bonhomme, il a un tir. C'est un joueur de 19 ans. Lui, il est natif du Connecticut. Un tir lourd. Il a déjà 31 buts cette année. Donc, beaucoup d'éléments offensifs, beaucoup de punch. Le petit défenseur Tommy Blyle. Donc, tous ces gars-là étaient capables d'amener beaucoup d'attaques. On était capable d'aller se forger une avance de 3-0. Mais les Sags, soit à partir de la 3e, là, je pense qu'on aura commencé à voir les bons vieux Sags un peu plus physiques, un peu plus de pression, d'intensité. On a amené plus de rondelles au filet également. La défense de Moncton a bien joué, mais t'as raison. Là, c'est loin d'être joué. Moi, j'ai adoré ce match-là. Je trouve que ça a été chaudement disputé. Puis ça promet pour les séries, là, même avec l'Armada qui s'est remis à gagner en plus. Là. Ça, c'est très bon. Carbonneau qui va très bien, continue de marquer beaucoup de buts. Ça va être le fun. On vous invite d'ailleurs à aller encourager vos équipes d'hockey junior dans vos différentes régions. Ça a été un feu roulant encore, messieurs. Merci pour la discussion. On continue de suivre l'actualité du hockey en lien avec de toute cette belle relève dans le processus et on se reparle la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Et à la semaine prochaine à nouveau. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.